Bon, nous vous demandons de nous excuser, hein. Bon, nous vous demandons de nous excuser. Bon, vu qu'on n'a pas un Instagram professionnel, et tout ça, à chaque 1 heure de temps, je pense que ça coupe avec les lives. Ça coupe. Donc, D'accord. Donc, on a fait c'est une bon. heure de temps déjà. Ce qui fait que, bon, Bon, maintenant, il y a énormément de questions. Pour vous dire, bon, ça ne reste pas beaucoup de temps. On est au mois de Ramadan et tout ça. Et je vais faire entrer là. Hamidou, comment ça va? Jara, Ali, Monsieur de Prince, hein? Bon, oui, on dirait que sa connexion, moi, un petit problème, quoi. moi, mon tout est problème. Je m'en excuse, hein. Bon, franchement, bon, pour dire vrai, les explications tellement intéressantes. Bon, on a appris énormément de choses aujourd'hui. Ça, c'est la première chose qu'on a dit. Et aussi, bon, chers assistants, nous allons vous dire qu'à chaque semaine, ça va être comme ça, quoi. Nous allons faire des présentations et nous allons vous amener des experts qui maîtrisent bien leur domaine et tout ça, que ce soit un étudiant, un ingénieur, un professeur, etc., tout ça. Nous allons faire de telle sorte que, bon, que vous puissiez avoir au moins 1 heure de temps de partage de podcast. Et Moussa Mbake, vous le connaissez, vous tous, hein? Twitter, ah, et aussi, il a même fait un don de formation sur Open Classroom. Et pour voir ça, il faut juste aller dans son compte Twitter et vous allez voir Hmm. sa formation. Vous pouvez avoir accès à des cours gratuits et tout ça. Et en plus de ça, parce que bon, il est temps que vous appreniez des choses, hein, parce que bon, vous avez le temps et j'espère que aussi vous essayez d'en profiter de tout ça. Bon, monsieur, j'espère qu'on peut continuer un peu parce qu'il y a 90 personnes déjà là. Oui, Bon, bien sûr, il n'y a pas de souci. bon, oui, bon, avant de continuer les questions, mais ça en reste moins de 15 minutes, je peux dire, hein, on va essayer de parler des projets concernant Covid-19 au Sénégal, liés au data mining, tout ça. Et bon, pourquoi vous avez posé ce problème? Hmm. D'accord. Je parle du coronavirus, hein. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs initiatives. Il y a des initiatives qui sont déjà étatiques, avec Force Covid, donc là où se retrouvent les différents ministères, les différentes directions de l'État, qui vont concourir à essayer de trouver des solutions pour la gestion de la pandémie au niveau de notre pays. En même temps, en parallèle, il y a d'autres initiatives qui sont plutôt celles du secteur privé, qu'on appelle par exemple le Dan Covid. Donc là, c'est une autre initiative qui regroupe des entreprises, des bénévoles, qui vont essayer de proposer des solutions aussi et essayer d'accompagner l'État dans sa mission. Après, il y a des initiatives individuelles. Donc, les différentes associations qui travaillent individuellement, chaque personne aussi peut essayer d'aider dans la matière. Et il se trouve que dans ces différentes initiatives, très vite, même plus rapidement euh, que l'État, on a vu apparaître des solutions, notamment des solutions autour euh, de l'analyse de données. On a vu automatiquement, avant même que le ministère des Finances, qu'est-ce que je dis, que le ministère de la Santé, ou avant même que l'ADIE intervienne, on a vu des plateformes qui font de l'analytics, qui proposent des courbes et qui montrent comment évolue la maladie apparaître.
très très rapidement. Et on est allé plus rapidement même que l'État en la matière, même plus rapidement aussi que les initiatives, parce qu'elles étaient des initiatives structurées. Et le temps de se structurer, et en ayant plusieurs responsabilités qui étaient à définir, le temps de réponse et le temps de réaction était trop lent. Donc, ils ont dû se rattraper par rapport à certaines initiatives. Donc, on a vu cela apparaître, mais aussi on a vu d'autres initiatives plus scientifiques et plus techniques dont on n'entend pas trop parler. Aujourd'hui, très peu de gens le savent, mais quand on dit qu'il y a une maladie de ce type, une pandémie de ce type, l'une des premières questions qu'on se pose, c'est quand est-ce que ça va s'arrêter? Les gens voient l'évolution actuelle, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Très peu de gens peuvent répondre à cette question. Et c'est là où les mathématiciens vont intervenir, ou bien des data analystes vont intervenir. Et très peu de gens le savent, mais aujourd'hui, il y en a certains qui proposent des modèles mathématiques qui prédisent à peu près la fin de cette maladie dans notre pays, avec quelle allure et avec quelle probabilité et avec quelle date. Ils en sont là. D'autres arrivent à dire, ben, est-ce qu'on ne peut pas raccourcir cette date? C'est-à-dire que je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ce sont des scientifiques qui ont fait leurs propres publications. Ils disent que, par exemple, on va supposer que ça suit une loi normale. À partir d'un moment, on atteint un certain pic et ensuite ça va redescendre. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens qui permettent de redescendre plus vite, de ne pas laisser la courbe descendre en douceur? Comment va-t-on faire pour que pendant que ça descend, on n'atteint pas un seuil où la maladie va remonter? Parce qu'en fait, plus la maladie descend, moins de financements vont être octroyés pour la gestion de la pandémie, et donc plus il y a des risques de reprise. Donc, il y a des scientifiques qui vont travailler là-dessus et qui ne font que de l'analyse de données. D'autres travaillent sur les modèles de confinement. Ils disent, pourquoi est-on obligé de confiner tout le monde partout? Alors, aujourd'hui, on voit qu'en France, ça a changé. La logique n'est plus la même. En fonction de deux critères, ils arrivent à dire, OK, on va plutôt cloîtrer telle et telle zone et laisser telle et telle autre zone à peu près libre. Qui a pu donner cette information? Et sur quelle base? Ben, ce sont des personnes qui ont pu combiner des données géolocalisées, notamment dire combien d'hôpitaux il y a dans chaque commune, combien de médecins il y a dans chaque commune, combien de malades est-ce que j'ai dans chaque commune, quel est le risque de propagation de la maladie dans chacune des communes, et à ce moment-là, pouvoir dire quel est le niveau de risque de contamination dans chacune de ces zones. Et une fois que cette information a été agrégée par des scientifiques, elle peut être donnée à un politique pour qu'il prenne une décision organisationnelle. Ben, ce qui se passe maintenant, c'est que de ce côté-là, on va voir du big data apparaître, on va voir des gens qui vont faire de l'analytics qui vont venir, on va voir des développeurs, on va voir aussi des gens qui font du machine learning. Et ils combinent tous leurs efforts aujourd'hui, même au Sénégal, dans ce sens-là. Par contre, je le disais dans la thématique, des fois, ils rencontrent des problèmes. Un des problèmes bien connus, ça a été cité tout à l'heure, c'est le problème du tracking. Arriver à géolocaliser quelqu'un et à le suivre, parce qu'en arrivant à le suivre sur les 14 derniers jours ou 15 derniers jours, on peut savoir avec quelle personne il a été en contact. Et si on sait avec quelle personne il a été en contact, on peut réduire le risque de propagation du virus en mettant en quarantaine ces dernières personnes, rien que pour observation. Le problème est que maintenant, pour les suivre, on se retrouve dans une situation où les GAFA ont plus de données sur la mobilité des individus que les propres États. Aujourd'hui, si tout le monde, ou presque tout le monde, dispose d'un téléphone Android ou iOS, où notre position est géolocalisée et historisée, cette donnée est transmise vers des serveurs qui se retrouvent dans un État tiers, notamment les États-Unis ou autres, mais notre État ne dispose d'aucune donnée de ce type. Donc, on va avoir comme première problématique
l'indisponibilité des données pour attaquer ce genre de problème. Les données n'existent, ce n'est pas qu'elles n'existent pas, mais elles ne sont pas forcément disponibles pour nous. Ces mêmes structures, si elles voulaient nous donner ces informations, ben on devrait passer par un certain nombre de processus qui permettraient de protéger l'anonymat des individus. Or, aujourd'hui, on est dans le cas typique du moment où on a besoin de lever l'anonymat pour contrôler la propagation du virus. Et en même temps, on a des lois qui protègent l'anonymat des individus, notamment les lois sur les données à caractère personnel. Donc, on se trouve dans un cadre légal où il y a des formes de contradiction entre la protection des individus sur le plan donné à caractère personnel, mais aussi la protection des individus sur le plan sanitaire. Et les deux rentrent en conflit. Donc, on a d'autres problèmes qui interviennent. Le médecin dispose de données. On va dire, le géographe dispose de données. Les sociétés de transport disposent de données. Mais personne n'a la latitude pour pouvoir agréger toutes ces données. Dans beaucoup d'États, un certain nombre de ces données doivent être obligatoirement transmises vers des autorités qui vont les agréger et les conserver. Et le jour où on en a besoin, on a une capacité de réponse rapide. Mais on s'est trouvé dans une situation où finalement, il n'existait aucune entité privée ou publique qui avait la latitude à agréger toutes ces données. Ce qui faisait que les data scientists derrière n'ont pas la main mise sur ces données pour pouvoir faire des prédictions correctement. Quand on s'est rendu compte de ça, ben, il fallait l'appui de l'État pour pouvoir régler certains problèmes. Mais en réalité, ce problème n'aurait pas dû exister. Si, par exemple, on avait eu la tradition de l'open data, la mise à disposition publique de données anonymisées, par exemple, si c'était une tradition, le temps de réponse aurait été plus court. Autre problème qu'on a, on reprend la géolocalisation, on nous dit qu'aujourd'hui, pourquoi ne travaillerait-on pas avec les opérateurs pour pouvoir géolocaliser les individus et les tracer? Ben, c'est la première fois qu'on leur demande non pas de géolocaliser un individu à un instant donné, mais de retracer un parcours sur 14 jours. En se basant sur des données dentelles qui sont historisées et balancées sur des archives. Qui sont pas... Exactement. Et on demande de retrouver une donnée sur des dizaines de milliards de données sans avoir de critères spécifiques d'analyse. Ces données ont été stockées de manière brute, mais pas orientées pour ce type de recherche. Et on n'a jamais pensé un jour qu'on en aurait eu besoin. Et donc, le temps de réponse qu'il faut à ces structures pour se réorganiser et proposer des services adéquats. Je pense en ligne, j'ai quelques gars qui sont chez Orange ou chez Free ou autre. Le temps qu'il faut pour se réorganiser en interne, pour ensuite pouvoir fournir ce genre de services applicatifs, pour pouvoir ensuite répondre à la demande en termes de tracking, ben, entre ce délai de départ où il y a la demande et ce délai final où il y a la réponse, ben, il y a des malades en plus chaque jour. Autre problème qu'il y a, la précision de la donnée. Je reste toujours dans ce cadre avec les opérateurs télécoms. Aujourd'hui, la dispersion des BTS dans le pays n'est pas homogène. Elle dépend de la densité de population. Si je vais dans une zone où il n'y a pas beaucoup de bâtiments, ou bien je vais à Kédougou ou à Kaolack, je n'ai pas besoin de beaucoup de BTS pour couvrir l'ensemble de la zone. Donc, je peux me retrouver avec une BTS qui couvre jusqu'à peut-être 10 km. Non, qui couvre jusqu'à un rayon de 10 km. Tandis que je peux venir à Dakar, où la densité de population est plus forte, et je peux avoir une antenne tous les mêmes 500 mètres ou 1 km. Ce qui fait que je vais sortir en zone rurale, avoir une précision
de l'ordre de 10 kilomètres pour localiser un individu et venir dans une zone où je peux localiser la personne jusqu'à un rayon de 1 kilomètre. Donc, on va voir qu'il y a donc une vraie dispersion du niveau de précision de la donnée. Et ensuite, ça va gêner derrière quand je fais mon tracking. À l'échelle de 10 kilomètres, je ne peux plus dire que je fais du tracking. Je peux dire que la personne est dans la zone. Mais 10 kilomètres, c'est large. On dit, avant de finir, parle de ton parcours. Ah oui, c'est ça que je me disais même, hein, parce que la question deux fois. Oui, oui, je vois ça. Oui, parce que Non, vous avez un parcours qui est riche et aussi non. envie d'en- et aussi il y a aussi bon, il y a aussi deux autres questions que aussi j'aimerais concernant One OneBase. Il voulait savoir c'est quoi OneBase et après Ah, c'est une baisse. Mhm. des conseils concernant des types de certifications qu'ils pourront faire, des certifications qui pourront leur permettre de travailler après dans le big data ou bien machine learning ou telle chose, quoi. Bon, mais D'accord. je préparer. Après, bon, on pourra poser ça, mais quand même, vous pouvez continuer dans ce que vous parlez tout à l'heure. Ah, d'accord. Non, il n'y a pas de souci. Donc, si je continue, je vais dire que, par exemple, dans les zones où il y a, par exemple, on peut identifier une personne dans un rayon de 1 kilomètre. Si vous allez à Tcharoy et que vous avez un rayon de 1 kilomètre, il y a combien de personnes dedans? Bah, c'est Oui, justement. sûr. Donc, ce qui fait que la problématique des données opérateurs est une vraie fausse problématique. Parce qu'en réalité, on risque de nous donner des informations, mais finalement, le niveau de précision de ces informations ne correspond pas à celui de notre attente, celui de nos besoins, et donc risque d'être inutilisable. Donc aujourd'hui, il y a des problématiques comme ça qui font que dorénavant, les États vont se dire comment doit-on faire pour avoir autant d'informations sur nos citoyens qu'une société tiers extérieure. Donc cette problématique va venir. Et comment doit-on faire pour mettre à disposition des systèmes de veille continue qui vont permettre d'observer ce qui se passe dans notre pays en analysant des flux de données continues. Donc le big data va venir de plus en plus chez nous. Le big data va venir de plus en plus dans la santé, c'est déjà évident, mais dans les systèmes de transport, ça va aussi être évident. Dans le suivi des transactions financières, ça va aussi être évident. Donc, il faut se dire que tous les États, je ne parle pas juste du Sénégal, mais suite à l'expérience du Covid-19, l'ensemble de ces métiers vont être très fortement sollicités parce qu'ils vont nous permettre de mieux contrôler tous les risques à venir, les risques de cette ampleur. Bon, Al-Mokhtar dit, bon, dit que est-ce que vous attendez à une nouvelle colonisation via le big data? Il faut pas nous attendre, c'est déjà fait depuis. C'est déjà fait, oui, depuis, hein. Parce que C'est déjà fait. Oui. Si on dit colonisation, si on pense à travers colonisation qu'on transfère des codes culturels, qu'on arrive à transférer des identités, qu'on arrive à modifier des comportements d'individus, parce qu'on a pu avoir des profilages de ces individus et on arrive à prévoir leurs réactions, cela est déjà fait. Aujourd'hui, si je dis LOL, L-O-L, tout le monde sait ce que ça signifie. aïe. Si je dis Khakhatai, très peu de personnes sauront l'écrire. C'est sûr, c'est sûr. Donc, le transfert d'idées, le transfert de modèles d'individus. Aujourd'hui, si on dit, je m'amusais à taquiner certaines dames en ligne. Hein, dans un de mes commentaires, on disait, où on entendait les femmes dire, on n'attend pas l'argent des hommes. On est autonome, on est financière, on est indépendante. Je m'amusais à dire, yàlla boo leen am ku leen di indil suukaru koor yàlla boo leen di am ku leen di indil can yàlla boo leen am ku leen di indil kii may bu njëkk. Bon, oui, et ce qui est content, nous n'y sommes là, ben, statut comme Dalandage, je sais pas. Waaw, non, je l'ai taquiné comme ça. Si je leur dis yàlla boo leen am may bu njëkk
bu leen di góor indil yàlla bu leen am can bu leen di góor di indil. Non, 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 non. Non, xanaa cat moo dugg ci affaire yi quoi. On commence à parler des filles rek connexion bi commence di déconner quoi. Alors on va essayer de. Bon, attends, je vais. Bon, monsieur Baké dafa dem ah. Non, si, bon, je vois qu'on a. C'est le moment de parler des filles que l'affaire est navrée quoi. Bon, quand même, c'est génial. Je pense que vous avez bien aimé en fait la présentation et tout ça. Bon, ça ne reste pas beaucoup de lignes de ce bruit de trop. Bon, c'est ça, il y a que les filles qui ont. Donc, c'est chaud là, c'est chaud. Non. Bon, là, mais monsieur Mbaké, hein? Monsieur Mbaké, vous allez mettre ce côté là. Actuellement, on dañ xaar ni. Yow maa njaay xanaa tu n'es pas malade xanaa feebaroo ngay kaasal jigéen ñi. Si, ok, bon, merci Moussa Ndiaye qui rappelle bien en fait. Parce qu'actuellement même, bon, il y a des gens qui demandaient Moussa Diallo, hein? Bon, actuellement il est déjà disponible même, la semaine prochaine, Inch'Allah, Mom la ñu war a am. Et aussi Djouma, bon, un expert en télécom, bon, là, les gens qui sont allés experts xam nañ ko bu baax a baax. Djoum aussi, moom tamit c'est déjà calé. Et en plus de ça, Ouya actuellement ces temps-ci, bon, dafa amul jot quoi, il est en mission tout ça moo tax disponible bul quoi. Et aussi il y a des gens qui voulaient quarantaine aussi lui tamit bon on va essayer de prendre contact avec moi pour jéem ko mais Ouya bon Ouya mooy loolu mais nañ jëm fexe ba am quoi tout ça quoi. Ok. Ok, c'est bien. Donc, monsieur Ouya, hein, Ouya, xam naa monsieur Mbacké, Idi Diop. Am na ñu soxla. Allô? Monsieur. Oui. Bon, c'est quand même bon, c'est génial hein. Bon, jigéen ñi ñu ngi doon commencer di réagir. Gisuma la hein, est-ce que doo def ni nga def? C'est bon. Mais quand même c'est C'est bon, je suis revenu. Mais monsieur, actuellement, bon, on a déjà, bon, avant tout, dañ lay remercier hein, sur la disponibilité et tout. Franchement, l'AFB, c'est top, hein. C'était génial. On vous remercie et aussi au passage, aussi, on remercie M. Bamba Gueye de nga xam te ne live bu excellent la defoon. Mais actuellement, les gens réclament Ouya, quoi. Ouya. Ah non, mais ça, il faut lui dire, il sera très heureux de ça, moom. Wax dëgg yàlla, il en sera très, très heureux. Si, en fait, bon, Bon, je m'excuse auprès des chères dames, hein. Dès que j'ai dit yàlla boo leen am suukaru koor ak yàlla boo leen am kii rek affaire bi dafa coupé. Donc, maa ngi jégalu bu baax nag xam naa ni tooñ naa ci benn wàll rek. Ah, si. On dirait quoi. Bon, ouais, mais monsieur, donc, en fait, bon, on va essayer quoi. Bon, que vous nous parlez, bon, de votre parcours. Et après aussi, que vous nous parlez de votre thèse. Et après, bon, nous ñaanalante, nga fasal. Inch'Allah. Bon, parcours, je commence où par mon parcours? Bien. Il faut dire que j'ai un parcours assez hétérogène. D'abord, oui, j'ai beaucoup bourlingué, on va dire. C'est-à-dire que j'ai un parcours qui est mixte sur le plan culturel et qui est sur le plan, on va dire, académique aussi assez mixte. Donc, tout d'abord, j'ai eu à commencer
étudié très jeune au cours Sainte-Marie-de-Anne, c'est là où j'ai étudié. Donc on va dire j'étais plutôt tutu. Donc c'est là où j'ai eu mon BFM et après cela on m'a envoyé au lycée technique et industriel de La Fosse où j'ai eu à faire un baccalauréat S3. Donc de ce côté-là, pendant près de 3 années, j'étais plutôt dans les métiers de j'étais plutôt dans les métiers de, on va dire, de la mécanique, de l'automatisme industriel, l'usinage, etc. Suite à quoi, je suis allé en Tunisie, à l'Université arabe des sciences, pour suivre un cycle d'ingénieur. Donc, j'ai eu à faire d'abord 2 années en tronc commun. Et c'est pendant ces 2 années en tronc commun où j'ai eu à affronter l'algorithmique pour la première fois, la programmation pour la première fois. Et on va dire que je suis tombé amoureux. Tombé amoureux parce que, pour une fois, j'utilisais mon esprit de manière différente. Et aussi parce que j'étais un grand paresseux, déjà à l'époque. Et il ne fallait pas accumuler les connaissances de manière brute. Il fallait avoir un esprit combinatoire assez prononcé. C'est ça qu'on nous demandait un peu plus. Quelle que soit la connaissance qu'on acquiert, il fallait savoir la combiner avec avec les compétences qui la précèdent pour pouvoir fournir un résultat. Et c'est grâce à ça que je suis passé à l'informatique. Après ces 2 années, j'ai fait mon diplôme d'ingénieur en étant spécialisé dans vraiment l'ingénierie logicielle, purement. Donc, une fois que j'ai fait cela en Tunisie, je suis revenu au Sénégal où j'ai fait mon DEA. Et là, c'était en IAD, intelligence artificielle distribuée. Et on travaillait sur les systèmes multi-agents avec l'IRD, etc. Donc, je passe du génie logiciel à, en même temps, automatiquement, l'IAD. Et à peine avoir terminé cela, j'avais encore 26 ans à l'époque, ben, j'ai été recruté, j'ai compétit pour accéder à l'ESP en tant qu'enseignant et j'ai été recruté. Donc, à 26 ans, me voilà à l'école supérieure polytechnique pour commencer à enseigner et continuer à faire de la recherche en même temps. Donc, il se trouvait que en parallèle, je travaillais aussi dans le cabinet de mon père. Et au fur et à mesure, donc, j'ai eu à faire on va dire, de l'expertise, à faire de la consultance en parallèle. Donc, très, très jeune, à moins de 30 ans. J'enseignais déjà, je faisais de la consultance et je faisais de la recherche en même temps. Donc, ce qui fait que je me suis mis à travailler dans 3 domaines qui n'avaient aucun lien en commun. Au niveau de l'école polytechnique, on me demandait d'enseigner les systèmes d'information et les bases de données. Donc, je me suis mis à les enseigner, bien que ce ne soit pas ma spécialité. Et à travers les années, les gens m'ont connu beaucoup plus sur les bases de données que sur autre chose. En parallèle, je me suis mis à faire de la recherche. Bon, j'ai eu des publications scientifiques, vous pouvez voir ça en ligne, sur l'éducation, sur les sciences éducatives, sur la santé, etc. Il y a des publications dans des domaines qui, bon, vous pouvez retrouver ça. Et en même temps, la consultance, bon, là, en tant qu'administrateur système, en tant que gestionnaire de projet de développement, jusqu'à tout récemment, mes dernières consultances au niveau de la Banque mondiale en tant qu'expert sur le digital. Donc, ces 3 triptyques, en fait, qui se retrouvent en moi, la connaissance du secteur privé, l'enseignement qui est pour moi une passion. Je dis toujours que quand je rentre en salle de classe et que je retrouve 30 personnes, je me dis que j'ai un combat de 30 personnes. C'est-à-dire que j'ai un petit cerveau qui est le mien, qui affronte 30 cerveaux qui ont été présélectionnés avec un quotient intellectuel élevé et qui ont peut-être un niveau de connaissance aussi. Et il faut arriver en 1h30 ou 2 heures ou 3 heures à leur transmettre quelque chose qu'ils ne savaient pas et qui soit cohérent avec ce qu'ils savaient. Donc, c'est une forme de débat, une forme de petite bataille, gaillante, comme on dit, que j'aime bien. Et à chaque fois, en sortir de ces différentes salles de classe, j'en apprends beaucoup. Mais ce qui me permet de pouvoir le faire, c'est déjà leur courtoisie, leur intelligence et leur élégance qui me facilite beaucoup la tâche. Ensuite, l'expérience extérieure en termes de consultance qui me permet de connaître mieux ma logique métier
et les connaissances que j'ai eu à développer de façon théorique sur le plan de la recherche, mais en même temps que j'ai eu à proposer sur le plan professionnel. Et j'ai pu mesurer à chaque fois les limites de la connaissance théorique, les limites de la recherche sur le terrain au quotidien. Et donc, quand je reviens en classe, à chaque question qui se pose, je me dis, qu'en dit la théorie? Quelles sont les limites de la théorie? Mais au fond, quelle est la compétence réellement dont il a besoin face à cette connaissance? Donc, c'est donner ce qu'en dit la connaissance, quelles sont les limites de cette connaissance par rapport à la pratique, et quelle est la compétence qu'il doit tirer de tout cela. Ce sont les trois questions que je me pose à chaque fois que je suis en face d'eux. Donc, c'est ça qui dit un petit peu mon profil. Donc, dans ce cadre-là, maintenant, il est arrivé qu'au cours de certaines missions, on me demande d'avoir certaines compétences particulières. Et il est arrivé, notamment dans le cas de OnBase, que dans un cadre où il n'y avait aucune compétence locale, on s'est mis à amener un expert étranger. On me demande d'être là en tant que, on va dire, en tant que consultant, mais en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage pour accompagner et valider ce qui se fait sur le plan pratique. Donc, au fur et à mesure que le travail se faisait, on s'est rendu compte que je me suis mis à maîtriser cet environnement autant que l'expert qui était déjà certifié et qui n'était rien sélectionné. Donc, très, très rapidement, on m'a demandé d'aller préparer, la certification là-dessus. Donc, je suis allé avec, bon, je ne savais pas ce que j'allais trouver. Et finalement, il s'est retrouvé qu'en moins de 15 jours, j'étais le premier Sénégalais certifié en la matière. Donc, ou quoi? C'est quelle certification? En non-base OCI. Donc, il y a eu d'autres certifs après, mais là-dedans, j'étais le premier et je pense jusqu'à présent, je suis peut-être l'un des seuls en la matière. Donc, ce qui fait que ce qui m'intéressait, c'est plutôt ne pas m'arrêter juste à la connaissance de la recherche. Elle est très importante parce que c'est la recherche qui permet de développer de la connaissance, qui permet de créer de la connaissance. Mais derrière, on a une tradition culturelle qui dit que la connaissance en pratique ne se distingue pas d'un âne chargé de livres. Donc, je ne veux pas être cet âne chargé de livres. C'est pour ça que je me retrouve parmi les ingénieurs et que j'aime être parmi les ingénieurs. Je continuerai, Inch'Allah, toujours à encadrer, à publier, à faire de la recherche, mais j'espère que je pourrai toujours continuer à travailler et à mettre à disposition mes compétences, autant que je pourrai continuer à faire de l'enseignement. Ah bah oui, parce que même moi, je confirme. Franchement, vous êtes au niveau des commentaires. Moi, je me confirme, vous étiez mon ancien prof et tout ça, et je vous connaissais aussi personnellement. Mais en fait, la manière dont vous nous donnez les cours, les live codes, presque je peux dire en fait, pas des profs n'osent pas faire ça. Et ça montrait en fait la maîtrise que vous avez concernant la technologie que vous nous apprenez, que ce soit l'oracle et tout ça. Et je dis, machallah, votre disponibilité, on le voit même au niveau des réseaux sociaux. Tu réponds à toutes les questions. Même avant-hier, il y a quelqu'un qui me demandait ton numéro. Je lui dis que bon, aller sur Twitter, il va très bien. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Merci. À part ça aussi, bon, c'est un baquet. Mounial aussi, hein, c'est aussi non, côté Bobo, c'est le mois du Ramadan. Oui. Le mois dans lequel, comme on le dit, le Coran, donc le mois dans lequel le Coran nous est parvenu avec tous ses bienfaits. Le mois dans lequel aussi on y a une nuit qui vaut plus que 1000 nuits, Laylatul Qadr. C'est le mois dans lequel Satan est enfermé quelque part et le meilleur des gens ressort. Donc, ce que j'espère à travers ce mois-ci, c'est qu'on arrive à répondre à l'appel de Dieu, parce que je considère que la pandémie qui nous arrive aujourd'hui n'est qu'un acte de rappel. Vous savez, quand on regarde, je vais revenir peut-être à mes propres références historiques, quand on dit que Seigne Touba, il nous a demandé de fêter son exil, il nous a pas demandé de fêter uniquement son retour d'exil. Son retour d'exil, c'est
c'est Magal ou Darussalam, Oui. mais le Magal de Touba fête son départ en exil. On a l'habitude de dire que ce départ en exil dénote de son acceptation de sa mission. Vous savez, en entreprise, ou même pour nous en tant que consultants, quand quelqu'un veut vous faire progresser, il vous confie des tâches, il vous confie des projets, il vous confie des missions. Quand c'est quelqu'un qui ne veut, quand votre supérieur ne veut pas vous faire progresser, il vous donne des tâches faciles, ou bien il ne vous confie pas de mission. Via l'acceptation de la mission, il y a quand on a cette mission ou cette charge qui lui a été donnée, derrière, automatiquement, il savait ce qu'il en suivait, c'était le bénéfice. Ce que j'espère, c'est que le Covid-19, aujourd'hui, que nous acceptons, à travers lequel nous acceptons le rappel à Dieu, ben, soit l'augure de quelque chose de plus beau et de meilleur derrière. Et on le ressent dans notre quotidien. On passe plus de temps avec notre famille. Peut-être je n'aurais pas eu l'occasion de travailler comme ça en ligne avec vous aujourd'hui s'il n'y avait pas ce Covid-19. Peut-être certains n'auraient pas pu accéder à des certifications en ligne s'il n'y avait pas ce Covid-19. Donc, on va éviter de dire il faut éviter de refuser quelque chose qui est le meilleur pour vous. Et il faut arriver à être optimiste et en voir dans cette pandémie divine peut-être ce qui est le meilleur pour nous pour pouvoir l'accepter. Donc, ce que j'espère, c'est que la fin du Ramadan sera signe d'un passage et d'un oubli de ce qui s'est passé derrière, que ne reste que les bienfaits, et qu'Inch'Allah, que ces bienfaits, on puisse les retrouver l'année prochaine et l'année Bon, en fait, Inch'Allah. bon, avant de répondre, bon, merci pour cette riche parcours et tout ça. Et avant de passer, bon, en fait, genre, les types de certifications qu'on pourrait faire sur le domaine du big data, data mining, tout ça, si vous avez des choses à leur partager concernant cela. Voilà. Donc, actuellement, il y a beaucoup de certifications. Il y en a certaines qui sont spécialisées dans les big data. Ce que je conseillerais pour ceux qui sont surtout très spécialisés en la matière, je conseillerais à beaucoup d'utiliser au moins trois choses. C'est tout ce qui est relatif au langage R, à Python, et à tout ce qui est analyse de données ou production de modèles. Ce sont ces trois éléments-là, au moins fondamentaux, que je conseillerais d'acquérir comme compétence. Parce que ce qui s'en suivra, c'est que même si au-delà du 15 juin, la plateforme est fermée, vous aurez déjà acquis les bases qu'il vous faut pour pouvoir faire facilement du machine learning et ne pas s'arrêter au big data. Le big data, comme je le disais, c'est très facile entre guillemets d'y être. C'est travailler sur l'architecture, travailler sur l'administration de données et travailler sur les outils analytiques. Quand on est dans cette triptyque-là, on est déjà. Mais de nos jours, on vous demandera un plus, de faire de la production de connaissances, d'arriver à produire des modèles, faire du machine learning, du deep learning, etc. C'est ce qu'on va vous demander aujourd'hui. Donc, si vous avez déjà un petit peu les bases théoriques en tout ce qui est réseau de neurones et autres, ça, je suppose que ça s'acquiert dans le cadre pédagogique classique. Par contre, ce qui est langage R, ce qui est langage Python, Python pour les data science, avec toutes les librairies qui tournent autour, ça vous permettra plus facilement d'avancer. Parce que d'ici le 15 juin, c'est moins de 40 jours. Donc, on va pas vous demander non plus en 45 jours d'avoir les compétences d'un ingénieur en 5 ans. Ce n'est pas possible. Mais derrière, avoir les bases qui vous permettent de faciliter la suite, c'est ce que je vous proposerai avec ces types de compétences. Merci. Bon, genre, et on va terminer avec la question de Moussa qui parle, bon, Oui. Donc, est-ce qu'on peut poursuivre un doctorat à l'ESP? Et aussi, il y avait aussi une autre question qui dit que est-ce qu'on peut poursuivre un doctorat en Big Data à l'ESP aussi? Oui, en fait, il faut comprendre, le doctorat au niveau de l'université ne dépend pas des établissements. En réalité, il y a ce qu'on appelle l'école doctorale mathématique et informatique, EDMI. Dans cette école doctorale, tout ce qui est doctorat en informatique, tout ce qui est doctorat en mathématiques et tout ce qui est doctorat en télécom se retrouve centralisé dans cette école doctorale. Et cette école doctorale dispose parmi ses formations de 2 formations doctorales, la formation doctorale en télécom et la formation doctorale en informatique. Maintenant, la formation doctorale en informatique est logée
au niveau de la faculté des sciences. Son secrétariat est logé là-bas. L'école doctorale en télécom est logée au niveau de l'ESP. Maintenant, quelle que soit l'origine de l'étudiant et quelle que soit l'origine du prof, encadreur, les écoles doctorales sont au-dessus des établissements. Ça signifie que quand je m'inscris en doctorat en informatique et je veux faire du big data, ça ne dépend pas de l'ESP ou ça ne dépend pas de la fac des sciences. C'est au-dessus. C'est un diplôme doctoral de l'UCAD, de l'école doctorale EDI. Maintenant, vous pouvez avoir un encadreur côté UCAD qui vous encadre, vous pouvez avoir un encadreur côté ESP qui vous encadre. Les deux se retrouveront dans la même école doctorale. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir, on va discuter de vos projets et on va pouvoir vous orienter pour une inscription au doctorat. Ah, bon, monsieur, t'as vu, nous me woré ça. Oui, en fait, bon, c'est juste aussi, bon, c'est juste pour préciser que, bon, actuellement, au niveau de la communauté, on partage énormément de documents. J'ai partagé des documents, j'ai vu Khadibou Ahmed publier ça sur TensorFlow et Oui. j'ai déjà même publié un bon livre sur ça. Bon, qui a. TensorFlow, oui. Je partage énormément de livres sur l'IA et tout ça. Si vous voulez avoir, il faut aller sur notre groupe LinkedIn et vous trouverez là-bas les fichiers. Donc, et on vous conseille. Bon, et encore une fois, monsieur, merci beaucoup. Grand merci. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Inch'Allah. Bon, oui. Bon, et Youssou, tranquille. Hein. Et aussi, en fait, c'est juste. Oui. Bon, les gens veulent Ouya et Corentin. Oui. Et ça, on laisse du. Bon, c'est vous d'en charger. Au passage aussi, bon, au passage, on remercie beaucoup M. Bambagay pour la fois passée. Et aussi, nous remercions M. Djouma et M. Diallo. Eux, ils ont déjà disponible live. Et même aussi, on aura Internet spécialement qui sera fait par Ali Magaï. Bon, elle est certifiée CKA. Je sais pas, Kubernetes administrateur, je pense, c'est ça. Kubernetes, oui. Merci, monsieur. C'est très bon. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Tous, faites un bon document. De la communauté. Le dernier mot, qu'en pensez-vous de la communauté? Ah, mais déjà, vous voyez, il est très rare qu'on puisse avoir 119 personnes au moment où les places sont mises à côté. Donc, ça signifie une chose, c'est que c'est déjà des passionnés. Donc, personne ne les a forcés à venir en ligne, personne ne les a obligés. C'est par leur propre envie, leur propre passion qu'ils se retrouvent. Maintenant, il faut voir qu'il ne faut pas s'arrêter à une seule communauté. Moi, ce que je proposerais, c'est d'être diversifié et d'être acteur d'une communauté et pas juste être passif. C'est-à-dire qu'il est très facile d'être là et de poser des questions et de regarder. Il faut pouvoir parfois se donner le challenge de se mettre devant les autres et de préparer quelque chose et ne pas douter de sa propre compétence et de ses propres connaissances. Donc, ce que j'espère, c'est que par la suite, tous ces membres de communauté vont pouvoir, que ce soit dans cette communauté-ci ou d'autres, se mettre en avant et se mettre le challenge de développer et de proposer du contenu. Certaines communautés, bon, peut-être les anciens, vous les verrez parmi la liste, il y a des communautés de développeurs Python, par exemple. Il y a des communautés de développeurs Ruby. Il y a le Dakar Log qui existait. En fait, il existe plein d'autres communautés qui existent dans le monde du développement. Et ce que ça a fait, c'est que ça a presque phagocyté le domaine des télécoms. On a l'impression que même quelqu'un qui fait des télécoms, on doit lui demander de faire du développement. Donc, aujourd'hui, il faut que ces différentes communautés autour des télécoms réseaux se réapproprient leur domaine et le réimposent comme vecteur de développement dans leur environnement. C'est ça le challenge qui va s'imposer. Pour cela, il faut qu'ils gagnent confiance en eux-mêmes, qu'ils puissent proposer des choses nouvelles, qu'ils puissent les imposer et qu'ils soient à la page au quotidien en partageant bien ce genre de communauté. C'est ça, c'est ça. Et aussi, en fait, parce que les gens, moi, je lance un message aux télécommunicants. Il faut savoir qu'en fait, lorsqu'on est télécommunicant, on est obligé de savoir coder. Monsieur Pambagé, moi, je travaille sur la. Je dois mettre en place des modules de la 5G, mais ça, tu codes de A à Z en utilisant le langage C, les librairies de C++ et tout ça. Ce qui fait qu'il faut être bien dans tout le développement et tout ça. Et bon, merci.
une fois. Et Merci à vous. Merci à vous. on va Et éviter. désolé pour les petites interruptions du début, petit problème de réseau indépendant de ma volonté. Oui, et aussi, Mhm. mercredi et samedi, Oui, gérer Inch'Allah. c'est moi qui remplace. En tout cas, Inch'Allah. En tout cas, je promets de porter votre message, votre invitation à M. Corentin et à M. Gouya Ok, ok. pour que selon leur disponibilité, ils puissent participer. Bon, oui, et nous vous annonçons que la semaine prochaine, on aura M. Diallo et aussi M. Djoum et Ali Magaï qui vont nous parler aussi sur Kubernetes, Inch'Allah. Et merci beaucoup. Inch'Allah. Merci à vous. Et je serai Et parmi les observateurs, Inch'Allah. merci, Merci beaucoup. Portez-vous bien. Basngom, Basirungom, et Kama et tout ça, nous vous remercions franchement. Ok, merci monsieur, c'est gentil. Et Merci. Passez une bonne soirée. à vous aussi. Merci.